Bien, donc bonjour à toutes et à toutes, et merci beaucoup d'être donc venus aussi nombreux pour cette conférence sur le thème du plaisir, conférence pour laquelle nous aurons donc le grand plaisir d'accueillir Annick Lemoine, qui est directrice du musée Cognac G à Paris, et qui donc viendra présenter l'exposition qui a enfin ouvert actuellement au musée. Donc Annick Lemoine est docteure en histoire de l'art. Elle est spécialiste de peinture européenne des XVIIe et XVIIIe siècles. Elle est notamment l'auteure d'une thèse sur Nicolas Régnier et elle a été successivement maîtresse de conférences à l'Université Rennes II, conseillère en charge de l'éducation artistique et culturelle et de la démocratisation de la culture auprès du ministre de la Culture, directrice du département d'histoire de l'art de l'Académie de France à Rome et également directrice scientifique du festival dans lequel vous vous trouvez actuellement. Alors, elle a participé au commissariat, elle a assuré un co-commissariat de plusieurs expositions, parmi lesquelles on peut citer les bas-fonds du baroque, la Rome du vice et de la misère, qui s'est déroulée au Petit Palais et à la Villa Médicis, Valentin de Boulogne, réinventé Caravage au Louvre et au Metropolitan Museum of Art, ou encore Nicolas Régnier, l'homme libre, au Musée d'art de Nantes. Et elle parlera donc devant vous ce matin de sa dernière exposition qui a pu ouvrir donc, au musée Cognac G, pour laquelle elle a été assistée de Sixtine de Saint-Léger et qui est intitulée donc, L'Empire des Sens, de François Boucher à Jean-Baptiste Greuze. Alors la conférence durera 30 minutes et ensuite nous pourrons avoir un temps d'échange avec vous. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup de cette élogieuse introduction. Sachez que je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Je suis un petit peu aveuglée par les phares. Heureuse de pouvoir parler du plaisir aujourd'hui. Le plaisir s'est vraiment fait désirer ces derniers temps. Nous l'avons attendu, convoité, rêvé. Mais depuis hier, à Fontainebleau, ce haut lieu du plaisir, lieu par excellence du plaisir, ce plaisir est devenu omniprésent, envoûtant, envahissant peut-être. Il est l'objet de toutes les attentions et de toutes les lectures possibles, sous la tutelle de l'INHA et du château de Fontainebleau, à l'occasion de cette 10e édition du Festival de l'Histoire de l'Art, une édition anniversaire. Alors le plaisir est également à l'honneur à Paris, dans le Marais, au musée Cognac G, depuis le 19 mai dernier. Enfin. C'est également une date anniversaire qui nous a amené à faire du plaisir un objet de recherche et le sujet de notre exposition qui s'intitule L'Empire des Sens de Boucher à Greuze. Alors, il est question dans cette exposition de plaisir des sens, des plaisirs du regard, des corrélations entre art et plaisir érotique, entre littérature et plaisir érotique également, de regards sexués et également du plaisir de la commissaire. J'aimerais à l'issue de cette communication que vous puissiez ne pas résister au plaisir de venir découvrir l'exposition au musée Cognac G. Alors pour vous faire plaisir, vous avez jusqu'au 18 juillet, pas plus, du mardi au dimanche. L'espace dévolu aux expositions a été doublé. Vous pourrez admirer plus de 120 œuvres provenant de musées prestigieux et lointains, comme le musée Pouchkine de Moscou, comme la National Gallery de Suède, National Gallery de Londres, le British Museum, mais également des œuvres inédites ou très peu connues provenant de collections privées. Tous nous ont prêté avec une énorme confiance ces œuvres, puisque pour certaines, elles sont au musée depuis le mois de novembre, étant donné que l'exposition a été reportée plus de 4 fois. Donc voilà, nous l'avons nous aussi désiré, mais c'est un plaisir immense que de pouvoir en parler avec vous ce matin et d'avoir ouvert enfin les portes du musée depuis le 19 mai. Donc je vous attends tous. Alors, avant de revenir sur le sujet de l'exposition, avec les quelques 30 minutes qui me sont imparties, je voulais vous redonner quelques éléments de contexte. Alors, c'est un lieu commun, mais je vais quand même le répéter. Le XVIIIe siècle, vous le savez, signe l'avènement du plaisir des sens.
C'est le siècle par excellence de la volupté et du libertinage. Alors si j'en crois à la définition donnée par le dictionnaire philosophique de 1751, la volupté est définie comme le plaisir des corps et des sens. C'est un sentiment qui n'est suivi d'aucun regret ni repentir et dont la jouissance se renouvelle encore par le souvenir et le secours de l'imagination. C'est ce sur quoi, évidemment, les artistes vont capitaliser. Renouvelé par le souvenir et le secours de l'imagination. Quant au libertinage, il désigne au XVIIIe siècle une pratique répandue de la sociabilité des élites où la consommation sexuelle se découple clairement du sentiment. La galanterie est transformée en jeu de société qui laisse libre cours au plaisir et au désir physique. Les philosophes, les hommes de théâtre, les romanciers et les artistes, tous se sont plu à investir les thèmes des passions amoureuses et les désirs charnels pour la plus grande délectation des élites. Certaines figures qui incarnent cette passion et ce goût sont demeurées célèbres. Casanova, Sade, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, tiré des liaisons dangereuses de Laclos, et peut-être aussi Fragonard, artiste élevé comme un parangon de l'art licencieux au XVIIIe siècle. Car ce siècle de l'amour est également à l'origine, on pourrait presque dire, d'un océan d'images consacré au sujet amoureux. Alors, Fragonard, évidemment, pour incarner cette image de l'amour licencieux, du désir et du plaisir, je vous montre le célèbre verrou du musée du Louvre. Donc, un siècle dévolu à l'amour, source d'innombrables œuvres et images consacrées à ce sujet. On peut même dire qu'on ne compte plus sous le pinceau des meilleurs peintres les verdures où se poursuivent bergers et bergères, les alcôves où se jouent les passions amoureuses, les boudoirs où s'échangent les soupirs langoureux et les désirs déçus. Tous les grands artistes du XVIIIe siècle français, ou presque, ont traité de ce sujet, ont chanté l'amour. Le plus souvent dans un registre galant, avec des images plutôt édulcorées et une douce sensualité, ce que vous voyez à l'écran. Mais entre la figure extrême de Fragonard et la foule d'images édulcorées de l'amour, auxquelles on associe en général le XVIIIe siècle, il y a une histoire de l'image érotique qui restait à écrire. C'est désormais chose faite avec le magistral ouvrage de Guillaume Farou, publié cette année et qui a pour titre « L'amour peintre, l'image érotique en France au XVIIIe siècle ». Quand nous avons conçu l'exposition, son ouvrage n'était pas encore sorti, mais il travaillait déjà et depuis de très nombreuses années sur ces sujets. Il est donc l'un des membres du comité scientifique que nous avons réuni pour réaliser l'exposition, aux côtés de deux spécialistes de François Boucher, Alester Ling et Françoise Joly. Alors, avec une vision plus resserrée, l'exposition du musée Cognacq-G propose de mettre en lumière certains jalons de cette histoire de l'amour licencieux au XVIIIe siècle, du plaisir amoureux, du regard amoureux, les jalons qui vont aboutir au verrou de Fragonard, aux liaisons dangereuses de Laclos et à Sade. Donc l'exposition en fait relate et propose de découvrir une tradition iconographique qui va mener au verrou de Fragonard, aux inventions de Sade, de Casanova ou de Laclos. Et ces jalons et cette histoire, chemin faisant, elle nous permet d'expliquer et de célébrer le rôle central joué par François Boucher. Car Boucher est en quelque sorte la clé de voûte entre les inventions de Watteau et celles de Fragonard, son plus célèbre élève. Sans Boucher, point de Fragonard libertin. Car l'exposition, je vous l'ai dit, a été conçue en 2020, comme d'ailleurs la première édition du festival devait avoir lieu pour le plaisir en 2020, et elle célèbre les 250 ans de l'anniversaire de la mort de François Boucher.
C'était une occasion pour présenter un Boucher moins attendu, un Boucher impertinent, libertin et secret. Le parcours de l'exposition, sur les traces de François Boucher et de ses contemporains, relate une histoire des gestes amoureux et décline, retrace les temps du plaisir, depuis l'éveil du désir jusqu'à son assouvissement, ponctué par les inventions de Boucher. Elle propose une traversée amoureuse dans l'art de la littérature et dans l'art et la littérature du siècle des Lumières. Elle explore le thème de l'amour dans sa forme la plus licencieuse, au prime des inventions les plus audacieuses. À dessein, l'exposition est resserrée volontairement sur les iconographies extrêmes, des raretés, les œuvres les plus audacieuses, les plus licencieuses et les plus singulières du XVIIIe siècle. Environ 120 œuvres sont réunies, essentiellement des peintures et des dessins. Elle a aussi pour propos de mettre en lumière les émulations entre les artistes sur ce sujet et le dialogue très étroit entre artistes et écrivains autour de ce phénomène. Au cœur de ce dialogue, François Boucher s'impose avec évidence comme l'une des figures centrales de cette histoire de l'érotisme au XVIIIe siècle. Alors, en 30 minutes, je me suis demandé, mais après cette introduction rapide de l'exposition et de son contexte, qu'est-ce que je pouvais vous présenter? De quoi pouvais-je parler dans un temps si réduit? Il m'est évidemment impossible d'aborder toutes les interrogations soulevées par l'exposition. Il ne m'est pas plus possible non plus de revenir sur toutes les problématiques qui y sont abordées. Ce serait trop long, trop complexe. Je n'ai pas voulu non plus vous proposer une visite commentée de l'exposition parce qu'en 30 minutes, j'y parviens pas. Et par ailleurs, je souhaiterais vraiment que vous alliez la faire sur place. Vous savez, le plaisir est quintuplé devant les œuvres. Si vous voulez vivre le syndrome de Stendhal, il faut venir au musée Cognac-G et admirer Watteau, Boucher, Fragonard devant les œuvres. Je sais aussi, et je m'en réjouis, que plusieurs thèmes abordés dans l'exposition vont être par ailleurs explicités, analysés par certains de mes collègues, dont Guillaume Farou, membre du comité scientifique cet après-midi, lorsqu'il va présenter son ouvrage avec Juliette Ray. D'autres conférenciers invités au festival, comme Susanna Caviglia, vont aussi aborder certaines des œuvres présentées à l'exposition. J'ai vu aussi que la question des lieux dévolus au plaisir, où étaient présentées les œuvres qui sont dans l'exposition au XVIIIe siècle, font aussi l'objet de conférences. Donc je vous invite en fait à aller suivre, à la suite de celle-ci, les autres conférences pour avoir une vision plus générale du sujet qui est abordé par l'exposition. Dans mon cas, j'ai décidé de prendre le temps de m'arrêter sur 3 œuvres fondamentales, seulement 3, pour avoir le plaisir de les décrypter avec vous. Alors, il s'agira, et je ne vais parler que de notre héros, François Boucher, mais qui est très bien entouré au musée Cognac-G, avec Watteau, avec Fragonard, son élève le plus célèbre, je l'ai dit, avec Baudouin, avec Greuze et avec Pierre, avec tant d'autres artistes. Donc, on va s'arrêter sur 3 chefs-d'œuvre de François Boucher, 2 œuvres de jeunesse, cette Hercule et Omphale, qui provient du musée Pouchkine, La Belle Cuisinière, qui est l'un de nos chefs-d'œuvre, et enfin la célèbre Odalisque brune du musée du Louvre. Alors, à partir de ces 3 œuvres, je souhaite à la fois mettre en lumière les principales inventions de François Boucher dans ce registre et interroger les modes de fonctionnement de ces images, quels sont les dispositifs convoqués, quelles sont les traditions revisitées et réinventées, et enfin, voir quels sont les effets qu'elles produisent sur le spectateur. In fine, nous verrons comment François Boucher joue avec le feu. Chez Boucher, la volupté se dit aux frontières de l'interdit, au seuil de l'obscène, mais toujours dans le registre de la suggestion et du suspense. Ses inventions les plus osées se situent à la périphérie du licite. Alors, quelques mots sur François Boucher rapidement. Il mène l'une des plus longues et brillantes carrières de peintre au siècle des Lumières. Il traverse tout le siècle, il est né en 1703 et meurt en 1770. Ce sont plus ou moins les chronologies que nous abordons dans l'exposition.
Il a fait une carrière académique remarquable, présente et reçu à l'Académie avec ce morceau de réception que vous voyez sous l'écran en 1734. Il grimpe tous les échelons pour obtenir le titre suprême de premier peintre de Louis XV en 1765. Il est, vous le savez aussi, le protégé de la favorite du roi, Madame de Pompadour. C'est un peintre prolifique, il aborde tous les genres, peinture religieuse, sujet mythologique, pastoral, scène de genre, paysage, portrait. Mais c'est toutefois aux images polissées de l'amour qu'on l'associe volontiers. Comme par exemple avec cette image animée de jolies bergères et de déesses délicatement sensuelles. Il s'agit cependant d'une vision réductrice de son art. En marge des commandes officielles venues de l'Europe entière, Boucher signe des compositions plus secrètes, d'une volupté saisissante. Commençons donc avec Boucher, à l'épreuve des amours des dieux antiques, Boucher à l'école des grands maîtres. Car comme Titien, comme Rubens, comme Poussin avant lui, Boucher et ses contemporains font de même, convoquent les amours des dieux antiques pour mettre en scène la toute-puissance du désir. Le filtre romanesque, bien évidemment, autorise toutes les licences. Alors, le thème d'Hercule et Omphale, rapidement, il s'agit d'une histoire relatée par Ovide et Apollodore. Hercule, esclave, est acheté par la reine de Lydie, Omphale, qui se joue de sa virilité. C'est le sujet principal du récit d'Hercule et Omphale. Elle le déguise en femme, elle l'amène à filer la laine avec ses compagnes. Et c'est cet épisode drôlatique que les artistes communément privilégient. C'est le cas du reste de François Lemoine, dont vous voyez l'un des chefs-d'œuvre de 1724 à l'écran. François Lemoine étant l'un des maîtres de François Boucher. Boucher passe par l'atelier de Lemoine, et donc c'est cette interprétation du thème d'Hercule et Omphale qui vient d'être à l'honneur au moment où Boucher, revenant de Rome, va lui réaliser sa version d'Hercule et Omphale. Ici, donc, avec Lemoine, vous voyez qu'on a une interprétation assez conventionnelle du thème, sage, si je puis dire, avec le couple dans une pose conventionnelle, avec les attributs inversés. Vous voyez, c'est elle qui tient la massue d'Hercule et lui la quenouille. Seule la lumière chaude, la vivacité du coloris et le grand drapé pourpre évoquent les tourments du désir, et remarquez également les attributs, comme la massue, aux connotations érotiques, qui rappellent discrètement l'arrière-plan érotique ou l'arrière-plan amoureux de ce couple, puisque les deux vont être pris d'une passion partagée, et de cet amour vont naître 3 enfants. François Boucher, lui, s'émancipe de cette interprétation des amours des dieux assagie et propose une scène d'une rare violence que vous avez ici sous l'écran, qui tranche par son érotisme affiché. On est en 1735, Boucher a 30 ans, il revient tout juste de son voyage d'Italie. Et vous voyez ici qu'il donne à voir explicitement, et c'est là la nouveauté, la passion amoureuse et la toute-puissance du désir. C'est une étreinte enflammée et partagée des 2 amants que célèbre ici Boucher. Alors le tableau frappe par sa fougue, par une véhémence sans précédent dans l'histoire de la peinture française. Le tableau est fascinant aussi, et je vais y revenir, par le syncrétisme particulièrement riche dont il témoigne. Il fait appel à de nombreuses références antérieures, notamment italiennes. Le tableau témoigne aussi d'un montage de l'image particulièrement sophistiqué. Alors l'originalité première, c'est le choix du moment représenté. C'est le fait de présenter une passion partagée et enflammée entre Hercule et Omphale. Et certains artistes, dont à l'époque, à la fin du XVIe, dont les artistes maniéristes comme Bartolomeo Springer, vont traiter de cette passion partagée et éloquente, mais jamais avec une telle véhémence, une telle fougue. Ici, le cœur du récit et son emblème, l'emblème de la passion, c'est ce baiser profond en pleine bouche, un rare French kiss, comme l'appellent les étrangers dans toute l'histoire de la peinture. Ce geste est repris et augmenté par la puissance, ce baiser est augmenté et repris par la puissance du geste d'Hercule qui, vous voyez, empoigne le sein d'Omphale, ses doigts s'enfoncent dans la chair molle,
Je le disais, Boucher revient d'Italie. Peut-être a-t-il encore en tête les sculptures du Bernin qu'il aurait pu voir à la Villa Borghese, et notamment, et c'est intéressant, le rap de Proserpine, où vous avez cette main de Pluton qui s'enfonce dans la cuisse de Proserpine. Je n'ai pas mis toutes les images pour maintenir rester dans le cadre des 30 minutes, mais je vous invite à aller revoir ces chefs-d'œuvre du Bernin. La pose également, avec ce détail, vous le voyez, des jambes entremêlées, évoque également d'autres modèles de la Renaissance, comme la série des Maudits de Jules Romain, érotique, les Lascivie aussi d'Annibal Carrache. Ici, Boucher rivalise aussi avec les inventions de Rousseau, des œuvres qu'on pouvait voir autrefois au château de Fontainebleau. Mais vous voyez qu'ici, il est plus cru et il propose une transcription de la passion enflammée d'Hercule et Omphale, plus fougueuse encore. L'entrecroisement des jambes, du reste discret ici, signifie depuis la Renaissance l'acte sexuel. Donc vous voyez qu'on a à la fois, pour traduire avec fougue cette passion, le baiser à pleine bouche, l'entrecroisement des jambes, mais également une composition spécifique, un gros plan sur cette étreinte que nous avons l'impression de voir comme par effraction. On observe à l'insu ces amoureux et l'artiste cherche à nous positionner presque en voyeurs, grâce au gros plan, grâce aussi au choix d'une composition en soto-insu, c'est-à-dire qu'on voit légèrement par en dessous. Et cette idée d'une image qu'on ne devrait pas voir et du reste mis en scène, alors là je vous montrer voilà, de près les gestes, le baiser et les gestes, et voyez à gauche, par exemple, le détail savoureux du pied de la table qui semble comme prendre vie avec le petit poutot qui, lui, se retourne pour ne pas regarder ce que nous regardons et qu'on ne devrait pas voir. Alors donc, une composition qui nous donne l'idée de voir cette étreinte enflammée comme par effraction. S'ajoute aussi le thème du dévoilement, qui va être un des leitmotifs que l'on retrouve dans la carrière de Boucher et dans toute l'exposition. Vous voyez ici qu'on a improvisé une sorte de boudoir dans une colonnade et on a relevé ce magnifique drapé rose pour pouvoir découvrir les deux amants. Les drapés sont d'ailleurs un des dispositifs utilisés à répétition par Boucher. Ici, la métaphore du dévoilement, mais également, vous voyez, le désordre de la couche. Les plis sont agités, plissés, tout est en désordre, comme pour expliciter aussi le désordre des sens. L'agitation des drapés fait écho à l'agitation des sens. Autre détail, voilà. Autre usage du drapé, vous voyez que les sexes sont cachés, mais reliés par ce drapé blanc, avec ce nœud totalement artificiel qui, s'il masque, désigne également. Et c'est encore un artifice que va utiliser extrêmement, de manière récurrente, Boucher, avec des œuvres, et je n'ai pas le temps de vous les montrer, mais extraordinaires, où cette thématique du drapé et du rôle du drapé dans l'évocation de la volupté et la volonté d'aiguiser le désir aurait pu plaire à Didier Huberman, qui relate l'histoire de l'usage de ces drapés dans les inventions de la Renaissance. Les détails des drapés, il faut aussi les regarder dans le détail. Et là, c'est Daniel Arras que je voudrais convoquer, car certains sont significatifs, comme ces deux détails évoquant sexe féminin et masculin, que je vous inviterai à aller chercher dans l'œuvre lorsque vous serez au musée. La palette, bien évidemment, reprend aussi, évoque aussi cette incandescence, cette flamme de la passion. Elle est chaude, la lumière est donc chaude, la touche est onctueuse, granuleuse, savoureuse. Elle témoigne du plaisir du peintre lui-même dans la réalisation de cette œuvre. Fond et forme s'associent pour dire la toute-puissance du désir. Ce n'est pas un hasard si on sait que Fragonard,
élève de Boucher, a fait une copie de cette œuvre. Et ça sera l'un des artistes qui va... C'est comme si, en fait, Hercule Léonfal de Boucher donnait de là, et Fragonard va reprendre notamment cette volonté d'unir forme et contenu avec une jubilation plus évocatrice encore. On ignore la genèse de cette œuvre, mais on sait qu'au milieu du XVIIIe siècle, elle faisait partie d'une collection célèbre, celle de Randon de Boissé. Et à sa mort, la collection est vendue aux enchères en 1777. Et il est intéressant de savoir que le Hercule Léonfal va faire flamber les prix. Il est estimé 300 livres et il s'envole à 4000 livres. Alors, je voudrais tout de même vous montrer deux autres inventions, toujours réalisées à l'abri de la mythologie, mais cette fois-ci dans le champ de l'intimité du dessin. Deux œuvres des rivaux de François Boucher, un dessin extraordinaire, inédit de Jean-Baptiste Marie-Pierre, daté de 1750, où vous voyez la représentation d'un magnifique baiser suspendu, deux figures qui s'enlacent. On rentre dans le dessin à nouveau par une contre-plongée, un soto insu. On découvre des jambes velues, on pense tout de suite à un satyre, et puis il faut y regarder de plus près. Et lorsque votre regard se laisse guider, notamment par ce jeu merveilleux de la craie blanche qui fait briller la nacre, qui fait briller les chairs, vous poursuivez, et pour découvrir qu'il ne s'agit pas d'un satyre et d'une nymphe, mais d'une faunesse et d'une nymphe, l'évocation donc de l'amour saphique, avec ce jeu aussi d'écho et de dialogue entre la fourrure des pattes de la faunesse et le système pileux du sexe de la nymphe, ce qui est un détail extrêmement rare à ce moment-là. Autre chef-d'œuvre que je ne résiste pas de vous montrer, un autre dessin d'assez grand format aussi, de Jean-Baptiste Greuze, qui représente le bain de Diane et qui fonctionne en deux temps. Alors, en fait, Greuze évoque la luxure du bain de Diane par une série de déclinaisons de poses lascives prises par ses compagnes. Vous voyez esquissé avec un trait impulsif associé à un lavis liquide. D'un côté, dans l'angle gauche, vous avez les deux figures qui sans doute viennent d'apercevoir le chasseur Actéon qui les épie hors champ. Mais par ailleurs, les autres figures ne se sont pas rendues compte de la présence de ce voyeur et s'adonnent au plaisir. Mais ce qui est audacieux, ce qui est savoureux, ce qui est le plus surprenant, c'est ce que vous voyez au centre, puisque une figure se laisse aller à la jouissance, avec audace, au cœur même de la feuille. Elle s'adonne à ses plaisirs personnels, elle se caresse, et vous voyez qu'elle exprime dans une forme codifiée l'orgasme féminin. Alors, je voulais aussi vous parler d'un autre tableau, La Belle cuisinière de Boucher, qui est aussi une œuvre de jeunesse de 1735. Peut-être qu'elle vous surprend dans le cadre de cette exposition et du sujet que je traite. Dans l'exposition, elle se trouve à la toute fin du parcours, puisque nous avons souhaité montrer aussi que certains artistes, dont Boucher, vont traiter de la question des dangereux tourments que vont engendrer cette quête hédoniste effrénée du plaisir au XVIIIe siècle. Je voulais aussi vous montrer cette œuvre pour réfléchir et déceler un autre mode de fonctionnement dans l'image érotique chez Boucher. Ces œuvres invitent à réfléchir sur la violence du désir et sur ses conséquences. Donc, La Belle cuisinière, une huile sur bois conservée au musée Cognac-G, datée de 1735, fonctionne en fait ici, repose sur un réseau de détails, des détails codés qu'il faut identifier, qui dialoguent entre eux et qui résonnent ensemble pour raconter un récit avec un début et une fin. Nous sommes ici dans la tradition de l'imagerie et de l'art nordique. Boucher s'inspire ici de l'art hollandais du XVIIe siècle, notamment de Frans van Mieris. Alors, quelle est la clé de l'histoire ou comment la comprendre ? Vous êtes ici dans une cuisine, une pourvoyeuse amène des œufs, le jeune homme de la maison en profite, la courtise.
on pourrait penser à une scène anodine de séduction, mais ça va plus loin. Et il faut regarder les détails. La clé de l'histoire, ce sont les œufs. Vous voyez, de son tablier glisse à neuf. Nous avons restauré l'œuvre et jusqu'à maintenant, on n'avait jamais vu ce détail qui est réapparu grâce à la restauration. Un œuf glisse, il est déjà cassé, mais un autre a échoué sur le sol et il est véritablement brisé. Or, l'œuf cassé symbolise, depuis la Renaissance, la perte de la virginité. Alors, pour comprendre la signification de l'œuvre, il faut faire dialoguer ce détail signifiant avec d'autres. L'œuf cassé évoque la perte de la virginité, tout comme dans la partie supérieure à droite, la carafe transparente. Si vous pensez justement aux vierges, au thème de l'Annonciation par exemple, on évoque la pureté de la Vierge avec la carafe transparente. Et ici, vous avez le linge blanc et la carafe est remplie de vin, sans doute, avec l'évocation du rouge, du sang éventuellement. Autre détail, à l'arrière-plan, la marmite qui déborde. Ce sont les sens qui débordent. La clé également, j'aurais pas dû vous montrer ce détail-là. La clé, une grande clé qui donne accès à l'intimité, mais également le chou généreux, évocation de la fertilité et du sexe féminin, ou encore au sol, des évocations concombres, etc., évocation du sexe masculin cette fois-ci. Alors, comment comprendre, comment interpréter in fine cette scène ? Il faut regarder le dernier détail, la présence du chat qui nous regarde, qui lui a déjà assouvi son désir, mis à mort sa proie. Vous le voyez, il nous sollicite, le sang sort de sa mâchoire, et évidemment, c'est une évocation de la fin funeste qui risque d'arriver à la jeune fille qui a laissé le jeune homme casser ses œufs. Évidemment, il est difficile d'interpréter, d'en fixer une signification définitive. L'artiste joue sur l'ambiguïté. L'œuvre peut être un avertissement moral ou une simple grivoiserie, une condamnation d'une jeunesse insouciante ou bien l'évocation du viol. Une traduction plus noire de cette question de la perte de la virginité et du déshonneur de la femme est aussi présente chez un autre artiste, Jean-Baptiste Greuze, et je vous montre rapidement parce que je vois que j'ai été un petit peu lente, une œuvre merveilleuse qui est l'esquisse préparatoire de la cruche cassée. La cruche cassée, comme l'œuf cassé, signifie la perte de la virginité, mais vous voyez ici, et je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, que l'interprétation est plus triste et n'est plus empreinte d'ambiguïté. Remarquez le visage désemparé, vide, les mains nouées sur le bas-ventre, le désordre de la tenue. L'œuvre est tragique. Alors, Boucher sait aussi s'affranchir du filtre de la fable, des amours des dieux ou du registre codifié de la scène de genre pour innover dans le champ du quotidien et plus exactement dans celui du boudoir. Et c'est précisément là, dans ce registre, que Boucher s'avère être le plus audacieux et le plus libre. L'œuvre que vous avez sous les yeux, réalisée en 1745, chef-d'œuvre du musée du Louvre, est l'une de ses plus singulières et plus ouvertement érotiques. Alors, qu'est-ce que l'on voit ? Et je le dis avec les mots de Diderot, une femme toute nue, étendue sur des oreillers, jambes de ça, jambes de là, offrant la tête la plus voluptueuse, le plus beau dos, les plus belles fesses, invitant au plaisir. Le tableau, pour reprendre Diderot, est en effet une invitation au plaisir des sens et un hymne à la délectation du regard. Plusieurs études ont mis en lumière la diversité des références au travail dans cette œuvre. Cette toile affronte à la fois la question de l'étude d'après le modèle vivant. On peut y voir une très lointaine réminiscence d'une nymphe des eaux avec ce fracas de drapé bleu. Elle renvoie très subtilement à l'imaginaire du Levant. Elle fait écho aussi à certains textes libertins de l'époque. J'aurais aimé pouvoir vous en donner les preuves et vous détailler l'ensemble de ces significations, mais il n'empêche, et c'est ce qui est important de retenir, le tableau ne semble vouloir se soumettre à aucun de ces sujets précis. L'impudique modèle n'est ni Vénus, ni une nymphe, ni une naïade,
ni une sultane ou quelques chassakis de harem. Elle n'est pas non plus le portrait de Madame Boucher, comme on a voulu le laisser entendre. Elle est tout cela réuni. Et c'est cet entrelac subtil de références, autrement dit le pluriel des suggestions, ou encore la sédimentation iconographique qui contribue à la puissance érotique de l'œuvre. Boucher, et c'est ce qu'il faut retenir, en refusant toute forme de narrativité qui puisse justifier cette exhibition sexuelle, réduit ici son tableau au rang de portrait de fesses. Il brave tous les interdits de la société du XVIIIe siècle et rarement peintre n'aura osé une telle licence. Il faudra attendre un siècle, un peu plus d'un siècle, pour retrouver avec Gustave Courbet et son Origine du monde, mais dans l'autre sens, une telle audace, une telle efficacité, une telle invention. Alors j'aurais aimé rentrer dans les détails et décrypter à nouveau avec vous cette troisième œuvre. Ce qui est important de retenir, c'est que vous voyez qu'il va utiliser tous les ressorts que l'on a déjà vus, une composition en soto-insu, le point de mire, le fessier, la métaphore du dévoilement et doublement, hein, le drapé bleu qui est relevé, la chemise blanche qui est relevée. La nudité, hein, qui était source évidemment d'interdits. Il faut aussi savoir qu'au XVIIIe siècle, il est interdit de faire poser des femmes nues dans les ateliers à l'académie. Donc, fantasme autour des modèles qui ont pu poser pour que l'artiste puisse rendre de manière scrupuleuse et extrêmement réaliste ce fessier voluptueux. Ici, et malheureusement, je ne peux rentrer dans les détails, mais je vous invite à lire le solo de Guillaume Farou sur cette œuvre. François Boucher fait appel à plusieurs fantasmes du XVIIIe siècle. Celui de la chemise blanche, puisqu'on ne porte pas de dessous au XVIIIe siècle, pas de petite culotte, pas de soutien-gorge, mais une chemise blanche. Et lorsque une jeune fille enlève sa chemise blanche, c'est comme si elle enlevait son soutien-gorge, ça devient un objet de fantasme que l'on retrouve, et vous le verrez dans toute l'exposition, dans les œuvres de ces artistes ou en littérature, comme sujet de best-seller libertin, comme, et le titre est évocateur, La religieuse en chemise. Cette œuvre est aussi un clin d'œil, un écho peut-être, à un roman libertin, Le Sofa. Là encore, je vous invite à aller le lire ou venir le voir et entendre des extraits dans l'exposition. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette œuvre, on aborde aussi la question de à qui étaient destinées ces œuvres et pour quel lieu, puisque très rarement on connaît les commanditaires, mais il y a presque toujours un commanditaire derrière ce type d'œuvre. C'était des compositions secrètes vues par les happy few, à l'intimité du propriétaire, souvent destinées à des nouveaux espaces du plaisir, comme le boudoir ou ces petites maisons que l'on érigées à la périphérie des villes. Et je cite Crébillon, l'un des grands auteurs libertins de l'époque, lieu où le libertin pouvait donner libre cours à son plaisir et à ses sottises. Mais vous voyez, force est de constater que le fessier est le sujet principal de cette œuvre, et par ailleurs que c'est un motif, vous le verrez dans l'exposition, omniprésent dans toute la carrière de Boucher. Pour reprendre les termes d'Eva Laguerre-Burkhardt, le fessier est en quelque sorte la signature de Boucher. C'est dire combien, en conséquence, l'odalisque brune, en icône du portrait de fesses, s'impose un peu comme la clé de voûte de toute l'œuvre de François Boucher. Cette œuvre, comme l'Hercule et Omphale, se situe à la frontière de l'interdit, à la limite de l'obscène, mais il ne bascule pas dans la pornographie. Il est à la licite, à la périphérie du licite. Et pour vous en convaincre, dans l'exposition, je vous invite à la toute fin du parcours à basculer dans l'interdit cette fois-ci et dans le registre de la pornographie du XVIIIe siècle, en vous invitant à découvrir un petit cabinet d'érotica. Mais en guise de conclusion, il me faut rétablir un soupçon de parité, pour être volontairement anachronique. Et pour me faire plaisir, je voudrais terminer avec une autre singularité, une autre rareté de l'exposition qui inverse le paradigme du voyeur. Alors ce n'est pas... Ah pardon, là ce sont d'autres œuvres que je voulais vous montrer, je n'ai pas le temps malheureusement.
arrivons à la conclusion. Alors, ce n'est pas pour le plaisir esthétique, mais c'est pour le plaisir de faire une jolie pirouette et de vous inviter à découvrir à la fois un autre des élèves de François Boucher, Saint-Aubin, et vous inviter à relire les contes, et non pas les fables, les contes grivois de La Fontaine, puisque vous avez ici le cas de conscience de Saint-Aubin, et qui, vous le voyez, propose l'inversion du paradigme du voyeur. Et permettez-moi quelques minutes supplémentaires pour vous raconter l'histoire. Alors, vous avez ici Anne, nous explique La Fontaine, qui découvre une vision extraordinaire, un jeune pêcheur nu. Elle a un cas de conscience. A-t-elle le droit ou non de regarder? Et puis finalement, pour se faire plaisir, elle décide de regarder. Il n'empêche qu'à Pâques, elle est obligée d'aller se confesser. Elle avoue avoir pris plaisir à regarder cet homme nu. Le curé est outré, la condamne. Et La Fontaine explique que dévots et dévotes à l'époque avaient coutume, pour se faire pardonner, de faire des présents. Quelques jours plus tard, elle rencontre le joli pêcheur qui va lui offrir un brochet. C'est la raison pour laquelle vous avez un poisson sur ses genoux. Elle s'empresse d'aller revoir le curé et lui offre son brochet pour se faire pardonner. Cela tombe à pic puisque le curé, ce jour-là, organise un grand banquet avec ses convives et lui demande « Est-ce que vous voudriez bien me rendre un service supplémentaire? Ma servante est très jeune, voulez-vous cuisiner le brochet ?» Alors elle accepte volontiers, rentre chez elle, cuisine son brochet. Les convives arrivent, tout le monde se met à table, les odeurs montent de la cuisine, on est impatient de se faire plaisir, les heures passent et le brochet n'arrivera jamais. C'est un échec total. Le curé revient chez Anne et il faut savoir que lors de sa confession à Pâques, le curé avait expliqué à Anne, avait condamné sa vision en lui disant « Regardez, c'est consommé ». Anne accueille le curé, furieux, lui demandant « Comment avez-vous pu vous permettre de me traiter de cette façon ?» Et elle répond « Regardez, c'est manger ». Vous voyez, cette œuvre permet de mettre en scène et en lumière le fil rouge de l'exposition, le pouvoir du regard et le plaisir du regard. Car, et je cite à nouveau La Fontaine, plus précisément cette fois, regardez, c'est consommer, en fait, il le dit en ces termes, autant l'avoir vu que l'avoir touché, ou encore autant l'avoir vu que l'avoir mangé. Je vous remercie.